Salut à tous, Fifi de Dream on Driving Services. Alors j'ai mis mes petites lunettes parce que je vais être obligé de vous lire quelque chose. Le sujet est hyper important et il va concerner deux catégories de personnes, c'est-à-dire d'un côté les chauffeurs indépendants entre guillemets, parce que là c'est très important en fait. Dans la catégorie dont je vais vous parler, ce n'est pas vraiment des chauffeurs indépendants, ce sont des prestataires de conduite de véhicules lourds. Et il y a une différence entre les deux. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous lis. J'ai pris des notes parce que c'est pas évident d'avoir tout en tête. Parce que c'est quand même un sujet qui est très pointu. Et vous comprendrez pourquoi il est important après. Donc dans cette vidéo, je m'adresse donc à deux catégories de personnes. Les chauffeurs prestataires de conduite de véhicules lourds d'un côté et les transporteurs de l'autre. Pourquoi je dis chauffeur prestataire de conduite et pas chauffeur indépendant? J'explique. Parce que le chauffeur indépendant est considéré comme un transporteur ayant son ou ses propres véhicules, est en possession de sa propre attestation de capacité de transport et peut fournir des prestations de services pour des transporteurs comme avoir ses propres clients. Le prestataire de conduite de véhicules lourds n'a pas de véhicule propre et pas d'attestation de capacité. Il fournit ses prestations auprès des transporteurs en utilisant leur véhicule pour les clients du transporteur. Ça fait toute la différence. Le sujet de cette vidéo est d'apporter un éclaircissement et des précisions sur la pratique de l'activité, particulièrement au niveau administratif et légal. En effet, il y a pas mal d'incompréhension et de méconnaissance de la réglementation dans ce domaine. Pour connaître nos droits et obligations, j'ai contacté l'URSSAF par mail directement, parce que comme on dit toujours, il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints, qui m'a répondu. Donc je vais vous lire la réponse et commenter les différents points au passage. Donc j'y vais tout de suite. Je l'ai par là parce que j'ai récupéré le mail. Donc en fait ils m'ont fait un mail, j'avais même pas de pièce jointe, hein, c'était carrément dans le corps du texte. La personne qui m'a répondu a énuméré certainement un document qui a été repris en copier-coller, j'imagine. Mais moi je me le suis mis en PDF. Et je l'ai gardé précieusement de côté. Donc je vous lis parce que c'est quand même super classe, quoi. La réponse est: bonjour monsieur, vous exercez l'activité indépendante de prestataire de services de conduite de véhicules lourds, entre parenthèses poids lourds ou autocars, pour des entreprises de transport. C'est pas moi qui le dis. Enfin, moi j'ai posé la question, il a repris l'activité réelle que je vais faire. Donc je veux dire, ça, c'est très important parce que contrairement à ce qu'on a pu entendre dire et qu'on peut lire sur certains sites internet, comme par exemple des sites, je dis entre guillemets, d'avocats, parce qu'il y en a certains, je ne sais pas d'où ils ont sorti leur texte, qui prétendent carrément qu'on ne peut pas légalement exercer l'activité. Et qu'il y a des jurisprudences et des choses qui ont été faites au niveau du tribunal de commerce et puis des juges. Ce qui est vrai d'ailleurs, c'est complètement vrai, mais tout simplement parce qu'en réalité, l'activité a été mal exercée. Et la pratique qui a été faite entre les transporteurs et les prestataires de conduite n'était pas bonne. Donc les choses n'étaient pas appliquées correctement, ni contractualisé d'ailleurs, mais en réalité vous allez comprendre que le fait que ce soit contractualisé entre deux parties, prestataire de conduite et transporteur de l'autre, ça ne suffit pas pour l'URSSAF et ça ne suffit pas pour la justice en tout cas. Alors, je continue la lettre. Aussi, vous interrogez l'URSSAF sur les conditions à respecter pour éviter tout risque de requalification de votre contrat de prestation de service en contrat de travail. Là, on commence à arriver sur les choses importantes. Mais jusque-là, l'interlocuteur ne dit à aucun moment que l'activité ne peut pas être exercée. Donc, elle peut être effectivement exercée et il énumère les points qu'il va falloir respecter pour pouvoir exercer cette activité dans les règles de l'art. Au regard de la législation actuelle applicable, nous vous apportons les précisions ci-après. La situation d'un travailleur à l'égard des régimes de sécurité sociale obligatoires, entre parenthèses régime général des travailleurs salariés ou régime des travailleurs non salariés, dépend exclusivement des conditions exactes de fait dans lesquelles l'activité est exercée, sans considération de la volonté des parties, en application du principe selon lequel le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès que sont réunies les conditions de son application, entre parenthèses
Cassation Chambre sociale 19 décembre 2000, numéro 98-40572. Donc là, on a, c'est du jargon juridique, ok, mais on voit clairement que en réalité, la situation d'un travailleur, salarié ou non salarié, va dépendre, comme il est bien expliqué, exclusivement des conditions exactes de fait. Tous les mots sont importants. Les conditions exactes de fait dans lesquelles l'activité est exercée. Et le de fait est hyper important parce que c'est ça qui va montrer que ce n'est pas le contrat qu'on aura signé avec une entreprise cliente qui va faire foi. Ce sera la manière dont on va exercer l'activité et en particulier les rapports qu'il va y avoir entre l'entreprise cliente et nous, prestataires de conduite. Ça, c'est hyper important. C'est là qu'on a une problématique en France. Et c'est une incompréhension. Je continue la lettre. Par suite, le statut de travailleur indépendant ne peut pas être choisi lorsque l'activité est exercée dans le cadre d'un lien de subordination pour laquelle seul le statut de salarié doit être retenu. Donc ça, c'est le cadre principal, c'est que pour être travailleur indépendant, on ne peut pas avoir de relation de subordination avec l'entreprise cliente, tout simplement parce que si c'est le cas, alors automatiquement, le contrat qui est établi entre le soi-disant travailleur indépendant et le client va être caduc, va être annulé, parce qu'en fait, il va être considéré qu'il ne peut pas y avoir ce type de contrat entre ces deux parties, puisqu'il y a un lien de subordination. Donc, automatiquement, il va être reconduit par la justice en contrat de travail classique. Donc, dans ces conditions-là, le travailleur indépendant va se retrouver dans une position de salarié et le client, l'entreprise cliente, va se retrouver dans une position d'employeur. Et ça va impliquer, évidemment, la problématique de ce qu'on appelle le travail déguisé. Et ça, c'est quelque chose qui est condamné par la loi et qui engendre des amendes. Des amendes qui peuvent être assez fortes. Et dans la grande généralité, les amendes vont retomber sur l'entreprise cliente, puisque c'est le patron qui va endosser la responsabilité du coup. Et il peut y avoir des amendes salées et puis des situations qui peuvent être même très complexes aussi, donc entre l'entreprise cliente qui est devenue employeur et le travailleur indépendant qui est devenu salarié, avec des conséquences assez lourdes. Donc c'est bien clair, c'est bien expliqué, voilà, la réponse, elle est nickel, voilà. Je continue. Dans une telle situation, cela s'assimilerait à du salariat déguisé, c'est ce que je viens d'expliquer, constituant alors l'infraction de délit de travail dissimulé, qui aurait ainsi pour conséquence une requalification du contrat liant le donneur d'ordre au prestataire en contrat de travail et l'application de lourdes sanctions. Bon, voilà, ça reprend ce que je viens de dire, du moins c'est moi qui ai repris ce qui a été dit là. Selon la Cour de cassation, le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Cassation, etc., etc. Bon, il y a des articles et tout. Et des exemples de jurisprudence certainement. Donc, l'existence d'un lien de subordination résulte d'un faisceau d'indices dont le cumul n'est pas indispensable à la caractérisation du lien de subordination. Donc là, on va avoir une liste d'un certain nombre de points à respecter pour pouvoir exercer l'activité en tant qu'indépendant. Attention, moi là je parle de prestataire de conduite indépendant. Ceci dit,
la réglementation là, qui m'a été énumérée ici concerne tous les indépendants. C'est pas que les chauffeurs. Hein. C'est valable pour tous les indépendants. Une infirmière, je sais pas, n'importe qui. N'importe qui. Même un gars qui serait artisan dans le bâtiment. À partir du moment où il va faire une prestation pour une entreprise qui lui demande de construire une maison ou je sais pas quoi, s'il est soumis aux ordres stricts de l'entreprise qui l'a commandé, il a un lien de subordination. Donc c'est valable pour tout le monde. Alors, les points, j'énumère maintenant, j'arrive sur les points à respecter. La situation de dépendance économique ou dépendance juridique, entre parenthèses, absence d'autonomie, absence de clientèle propre, respect de directives, ou encore fixation de la rémunération unilatéralement par le donneur d'ordre, soumission à des contrôles, etc. Alors, je vais m'arrêter sur ce premier point, parce que je vais revenir sur un truc, sur cette situation-là. Il précise bien que la totalité des points, de tous les points qui sont énumérés pour être dans le respect de la réglementation, doit être respectée. Hein, puisqu'ils disent l'existence d'un lien de subordination résulte d'un faisceau d'indices. Donc c'est le faisceau d'indices que je vais vous lire, dont le cumul n'est pas indispensable à la caractérisation du lien de subordination. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut que la totalité des points soit respectée. Le juge, dans le cas d'un jugement, pourrait prendre la totalité des points, les analyser et dire, ben voilà, là il y a un point qui n'a pas été respecté. Donc avec ce seul point, je peux déterminer que vous avez un lien de subordination avec du coup un employeur. Donc c'est important que la totalité des points soit respectée. Donc j'ai parlé de la situation économique et la dépendance juridique. Donc évidemment, la situation de dépendance économique, il ne peut pas y en avoir. Je vois trop souvent, j'entends des témoignages de la part de transporteurs ou de la part de chauffeurs indépendants qui sont soumis à un tarif qui est imposé par l'entreprise cliente, qui se comportent comme s'ils étaient un employeur. Je le vois sur des annonces. Ne serait-ce que ces annonces-là, elles ne devraient pas être. Je prends un exemple, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. J'ai vu l'exemple d'une entreprise qui travaille avec des chauffeurs indépendants, il y en a beaucoup en France, hein, et qui pose des annonces, parce que bon, c'est possible de poser des annonces, mais les annonces sont très mal tournées. L'exemple, c'est que il pose l'annonce de telle manière que, voilà, on a besoin d'un chauffeur indépendant pour faire telle prestation. Le tarif, c'est 19 € de l'heure. Et il y a panier repas pour le midi, panier repas pour le soir, et tarif pourcentage pour les heures supplémentaires et les heures de nuit. Alors ça, là, on va faire juste cette parenthèse-là pour dire cet exemple-là, il ne peut pas exister. Enfin, une entreprise ne peut pas faire ça. Parce que là, directement, l'entreprise, en faisant ça, elle se positionne déjà comme un employeur. Elle a déjà l'attitude d'un employeur. Le prestataire de conduite qui va accepter cette mission, lui, de son côté, automatiquement, il va se positionner comme un salarié. Il ne va pas se positionner comme un indépendant. Parce qu'il va accepter un tarif qui a été imposé par quelqu'un qui, en réalité, est un employeur. Il va faire sa prestation. Et en cas de contrôle, ben là, directement, le premier point, il n'est pas respecté. Le juge, il va regarder le premier point, il va dire situation de dépendance économique ou de dépendance juridique. Ben déjà, dépendance économique, paf, le gars, il est dedans. Alors, non seulement ça, et en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué le prix, parce que je l'ai vu sur des annonces, hein, du 19 balles de l'heure, brut, alors en plus brut. Donc, déjà, ça, c'est du salariat. Le chauffeur qui travaille à 19 balles brut, enfin à 19 balles tout court, il faut qu'il soit salarié, il ne faut pas qu'il soit indépendant. Parce que à 19 balles, tu vas être à la sortie, tu vas toucher dans ta poche moins qu'un chauffeur embauché dans une entreprise. Je vais parler des autocars parce que bon, moi j'ai poids lourd et autocar, j'ai les deux, donc je peux faire des prestations pour les deux. Mais je vais parler principalement d'autocar parce que c'est maintenant depuis plus de 10 ans, c'est mon activité principale. Aujourd'hui, on est sur une moyenne de 14 à 15 balles brutes de l'heure pour un salarié.
Il y a un petit peu moins des fois et il peut y avoir plus dans certaines autres configurations de travail. Mais en moyenne, on est à 14, on va dire 14,50 de moyenne. Le gars qui travaille à 19 balles, une fois qu'il a payé son URSSAF, où on n'est pas encore à 26%, il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a dit, je croyais qu'on était à 26, on sera à 26, je crois, sauf erreur, à partir du 1er janvier 2026. On passe à 26,1%. Aujourd'hui, on est à 25,6, je crois. Déjà, t'enlèves ça. Donc le mec, il va arriver à... Il est déjà à pas loin du tarif brut normal d'un chauffeur embauché. De ça, s'il a fait les choses correctement en tant qu'indépendant, en tant que prestataire de conduite, il doit avoir des assurances. Il doit avoir une assurance au minimum responsabilité civile professionnelle et tant qu'à faire responsabilité civile exploitation. Moi j'ai les deux, c'est mon conseiller en assurance qui m'a conseillé de faire les deux, qui vont couvrir des choses différentes inhérentes à l'activité. Attention, les assurances ne couvrent pas les véhicules parce que dans notre cas, dans tous les cas, les véhicules doivent être couverts par l'assurance du transporteur. Pour ce qui est de la circulation, les dégâts qui peuvent être occasionnés par le véhicule et qui peuvent être occasionnés sur le véhicule. Donc ça, c'est la responsabilité de l'assurance du transporteur. Nous, on a notre responsabilité civile qui va couvrir tout ce qui est inhérent à l'activité, retard chez un client, perte de marchandises parce que c'était du périssable, retard chez un client voyageur et du coup on rate une visite, il y a un guide qui devait être payé, on n'a pas pu faire la visite, ou alors on a un gros déplacement à faire avant de prendre le service et puis on tombe en panne de bagnole et puis on a du retard, on ne peut pas faire la prestation, enfin bref, etc. Toutes ces choses-là, ça va être pris en charge par notre RC Pro à nous. Voilà. Pour l'histoire des assurances, circulation et matériel des transporteurs, on y reviendra dessus parce que il y a aussi des particularités où j'ai pas encore toutes les réponses par contre. Mais bon, ça on en reparlera plus tard. Je vais reprendre maintenant la suite des points qui m'ont été donc énumérés par l'URSSAF. Le pouvoir de sanction du client. Intégration dans le cadre d'un service organisé, laquelle s'apprécie par différents facteurs. Détermination des horaires par l'employeur, mise à disposition des locaux, du matériel ou du personnel de l'employeur, absence de choix de la clientèle, gestion administrative de la clientèle par l'employeur, compte rendu relatif à la prestation fournie, existence d'une rémunération fixe et régulière. Dernier point pour cette partie-là, activité profitable au donneur d'ordre, et absence de risque économique pour l'intervenant. Alors évidemment, c'est hyper pointu, il ne faut pas se rater là-dessus. On ne peut pas être soumis à une organisation décrite par l'entreprise et y être complètement soumis à tous les niveaux. On doit garder l'intégralité de notre indépendance. En fait, on est là pour faire une prestation de service. On a une mission à effectuer. Bon, mais ça, c'est dans le cas de tout indépendant. On a une mission à effectuer. On doit effectuer la mission, mais on doit rester complètement libre de ce qu'on a à faire pour effectuer la mission dans les meilleures conditions. Le reste, c'est pas à l'employeur de dire voilà, tu pointes, tu rentres dans l'entreprise, tu pointes. À midi, ton repas il est prévu à l'entreprise si tu es en coupé et puis que voilà. Le soir, tu vas manger là ou là. Non, c'est pas ça. L'indépendant, il reste indépendant sur la totalité. Donc, il ne peut pas être soumis à toutes ces règles de l'entreprise. La seule chose qu'il a à faire, c'est que sa mission soit accomplie. Activité profitable au donneur d'ordre et absence de risque économique pour l'intervenant. Là, c'est pareil, c'est extrêmement pointu. Oui, dans le cadre de cette mission, l'activité, elle est profitable au donneur d'ordre. Maintenant, on a quand même, nous aussi, un risque économique parce que si tu as, de ton côté, si tu as un problème dans ton activité et que tu as un manquement dans ton activité, le risque économique, c'est toi qui le prends aussi. En d'autres termes, le lien de subordination sera avéré si, par exemple, le travailleur indépendant exerce dans les locaux du client avec la clientèle de ce dernier.
Voilà. En tant que prestataire de conduite, ce n'est pas le cas, puisqu'on n'exerce pas dans les locaux du client. Autre point, le travailleur indépendant n'a qu'un seul client. Alors là, encore un point particulier, vous, les prestataires de conduite, les gars, n'ayez pas qu'un seul client. Je prends un exemple qui est classique, la ligne régulière, Flixbus, Blablacar, etc. Tu signes un contrat avec un client qui fait ce genre de ligne, et tu prends le car, il a besoin d'un chauffeur pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Et tu signes un contrat en tant que chauffeur indépendant et tu fais la prestation. Si tu n'as que ce client, si tu ne fais que ça, et que tu ne peux pas prouver que tu as une succession de clients, que tu en as eu un autre et que tu en auras d'autres après, alors tu n'as qu'un seul client. Et ce n'est plus un client, ça devient un employeur. Il aurait pu te faire un contrat de 3 mois, de 6 mois ou de 1 an. Donc cette situation-là, elle ne peut pas, ça ne peut pas exister pour un prestataire de conduite indépendant. Il faut toujours avoir plusieurs clients. La pratique dans ce cas, c'est que en fait, il vaut mieux avoir que des petits contrats. Ça va être beaucoup plus facile à gérer que d'avoir des gros contrats, parce qu'avoir un gros contrat, ben, ça va t'empêcher de faire d'autres missions et ça risque de te bloquer justement dans un seul travail avec un seul client. Pardon. Alors que si tu fais des missions courtes, tu vas pouvoir faire une succession de missions chez plusieurs employeurs. Alors évidemment, c'est une difficulté, parce qu'il va falloir que tu cherches des clients, il va falloir que tu en trouves. Bon, au bout d'un moment, tu vas les fidéliser. C'est moins facile, mais tu restes indépendant. Tu peux prouver que tu as fait 1 semaine chez un client, tu as fait 1 mois chez l'autre, tu as fait 3 mois chez l'autre, tu as fait 2 jours chez l'un, tu as fait, etc. Voilà. Ça, tu peux. Donc là, tu gardes ton indépendance. Autre point. Le matériel ou équipement, sauf équipement important ou de sécurité, sont fournis aux travailleurs indépendants par le client. Attention, il est bien écrit les matériels ou équipements, entre parenthèses, sauf équipement important ou de sécurité. Donc, quand tu roules avec un car à minimum 350 000 €, on est sur un équipement important. Voilà. Après, toi, tu as ton matos. Tu peux avoir. T'as pas beaucoup comme matériel, mais tu as ton matériel administratif, tu as ton matériel de bureau, tu as ton lecteur de cartes, tu as tout ton matériel qui te permet de travailler, tu as ton GPS, tu as ton support de téléphone, enfin je veux dire, tu as tout ce qui te permet de pouvoir travailler. Ça, c'est ton matos à toi, c'est du petit matos, ben, ça c'est à toi. Voilà. Après, si tu as besoin dans le transport de marchandises d'équipements de sécurité, des chaussures de sécurité, des gants, des vestes, des pantalons, des machins comme ça, ben c'est à toi de les acheter. C'est pas à l'employeur de te les fournir. Il faut que le matos soit à toi. Voilà. Mais sinon, après, pour les gros matos, un mec qui est en camion, c'est pareil, tracteur semi-remorque, évidemment, c'est le client qui les fournit. Et là, c'est bien précisé. Autre point, le respect par le travailleur indépendant des horaires de travail et des règles de discipline en vigueur dans l'établissement du client. Alors d'abord, les horaires de travail. Les horaires de travail, alors quand tu as une mission, moi je prends par exemple chauffeur de car, c'est pareil pour la marchandise, pour les rendez-vous chez les clients, hein, tu as des horaires qui sont à respecter. Chauffeur de car c'est pareil, hein, là demain je vais aller à un rendez-vous, je vais récupérer un certain nombre de clients, de passagers, et je vais les emmener dans 2 sites de visite, et je les ramène le soir, je les redépose le soir. J'ai des horaires à respecter. Mais attention, dans le cadre de la mission, par contre, là, il ne parle pas de ces horaires-là. Là, il parle des horaires en vigueur dans l'établissement du client. Donc là, moi, je ne serai pas dans l'établissement de mon client. Mon client, c'est le transporteur. Et je ne suis pas dans son établissement. Je suis à l'extérieur, je suis en déplacement. Je suis en détachement et je suis en déplacement. Donc, je ne suis pas dans l'établissement. Je respecte simplement les horaires d'une mission qui m'est donnée. Lorsque je vais attendre mes clients, alors mes clients, entre guillemets, les clients du client, c'est-à-dire mes passagers plutôt, c'est le vrai terme, je vais faire ce que je veux de mon temps libre.
Alors ça, c'est tous les chauffeurs, hein, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient indépendants, c'est la même. Le gars, une fois qu'il a posé ses clients, que tout est en accord avec le guide ou quoi que ce soit, puis tu les poses à 14 heures et puis le guide il te dit bon bah écoute, rendez-vous à 16 heures, il faut qu'on reparte. Bon bah toi tu vas revenir à 15h30, 15h45 en attendant les premiers clients et tu as respecté tes horaires. Entre 14h15 quand tu as quitté ton car on va dire et 15h30, 15h45, tu fais ce que tu veux. Tu es complètement libre. Il n'y a personne qui peut te dire bah, tu vas là, tu fais ça, tu machin. Non, non. Ou alors, ben non, tu restes dans le car. Il faut, à moins qu'il y ait un accord, évidemment, avec l'entreprise, au cas où il y ait une problématique, ça peut arriver qu'ils soient embêtés et puis que ben, du coup, ils soient obligés de te déplacer. Ça arrive rarement dans ce qu'on appelle le billet collectif, donc dans le tourisme pur. Mais ça peut arriver qu'ils te disent bah, écoute, je suis très embêté, il me manque un chauffeur, est-ce que tu peux te mettre en stand-by pour voir si je ne vais pas te donner autre chose à faire et puis on viendra chercher ton client. Ça, c'est des bidouilles qui peuvent arriver. Malheureusement, dans le transport, tout n'est pas parfait. Mais sinon, quand tu restes la journée avec tes passagers, tu fais ce que tu veux de ton temps libre. Il n'y a pas de souci pour ça. Autre point. Les tarifs du travailleur indépendant sont définis par le client. Alors ça, mais hors de question, c'est le sujet qu'on a dit tout à l'heure. L'entreprise qui est soi-disant cliente, qui met une annonce et qui dit tarif 19 balles de l'heure. Mais non, c'est pas... je te prends un autre exemple. Tu vas au restaurant. Tu as un menu ou des plats à la carte et tu as les prix en face. Tu rentres dans le restaurant, tu vas voir, tu es accueilli par un serveur ou le patron ou n'importe qui, et tu dis voilà, j'ai vu vos plats, là ça m'intéresse. Vous avez la longe de porc à 28 balles là. Il dit moi par contre je la voudrais à... Moi j'aimerais bien l'avoir à 18. Est-ce que tu es déjà rentré dans un restaurant pour dire au restaurateur que toi tu veux appliquer le tarif que tu veux pour la nourriture que lui te propose? Ça n'existe pas. Là en même temps, là, je parle au transporteur. Parce que je l'ai vu, hein, je le vois sur des annonces. Je le vois, je propose tel tarif. Mais non, c'est pas possible, les gars. Vous ne pouvez pas faire comme ça. Et vous, les indépendants, ne faites pas ça. Créez-vous une condition tarifaire et des conditions générales propres à vous, sur laquelle vous mettez vos tarifs et vous les proposez aux clients. Après, tout est négociable et il n'est pas interdit en France de négocier les tarifs. C'est pas interdit. Moi, sur mes conditions générales, c'est précisé. Dans certaines, parce que tous les boulots sont différents. On ne peut pas appliquer toujours des fois les mêmes tarifs sur tel type de travail. Je prends un exemple de faire de la prestation de conduite en car scolaire, de la prestation en billet collectif, là je parle que pour les chauffeurs de car forcément, mais la prestation en billet collectif, ou alors de la prestation en tourbus pour des tournées d'artistes. Même en tant que salarié, on n'est pas sur les mêmes bases tarifaires. Après, vous avez les fameux coefficients, etc. etc. Mais là, le prestataire, c'est pareil. En fonction de ça, il peut mettre un tarif moyen et puis il peut se préciser sur ses conditions générales qu'il est possible de négocier les tarifs en fonction de l'activité qui va être demandée. Ce n'est pas interdit de le faire, mais tu as déjà posé ta base. Après, il y a une négociation. Mais ce n'est pas, dans un premier temps, le client qui va imposer ses propres tarifs. Ça ne peut pas marcher comme ça, les gars. Dans le transport de marchandises, c'est pareil. Un mec qui va faire de la messagerie, un autre qui va faire du transport international spécifique, par exemple dans les produits pharmaceutiques ou des choses comme ça, ou alors un gars qui va faire du convoi exceptionnel en n'importe quoi, avec des bateaux ou avec des pales d'éoliennes ou quoi que ce soit, ils ne vont pas être sur les mêmes tarifs. Mais là, tu fais pareil. Dans ta prestation, tu vas, alors, ou tu énumères un certain nombre de tarifs en fonction des activités, ou alors tu mets un tarif moyen et puis que ce soit à négocier avec l'entreprise. C'est pas interdit de le faire. Mais tu restes maître d'accepter ou de ne pas accepter les tarifs qui te sont proposés dans la négociation. Ou alors, et le client reste, lui, libre d'accepter tes tarifs ou de ne pas les accepter. Donc là, il reste la liberté, elle est tout à fait d'actualité. Je continue. Point suivant. Le travailleur indépendant est intégré à une équipe de travail salariée du client. Non. Effectivement, l'URSSAF a raison. Tu ne peux pas être intégré à une équipe de travail
dans laquelle tu vas être complètement soumis à un chef qui va organiser le travail et qui va te dire à quel poste tu dois être. Il faut que tu restes complètement libre. Donc ça, évidemment, ça ne peut pas, rentrer dans le cadre de ton activité. Absence ou limitation forte d'initiative du travailleur indépendant dans le déroulement de son travail. Ça revient un petit peu à la même chose. S'il est dans une équipe, forcément, il va être soumis au cadre de l'équipe et de respecter les activités qu'il y a à faire dedans, à plusieurs choses. Donc il ne peut pas effectivement rentrer dans ce cadre-là, c'est pas possible. Donc à partir du moment où il y a absence ou limitation forte d'initiative, ça ne peut pas marcher. Un chauffeur de car, et éventuellement je dirais un chauffeur de camion, il n'a pas une limitation forte d'initiative. Le chauffeur de car est relativement libre, même chez les salariés. Hein, c'est un peu pareil, hein, un salarié, tant qu'il fait sa mission, après le reste à côté, il est complètement libre. Bon, après, il n'est pas libre non plus, évidemment, de prendre le car pour aller faire un détour pendant que les clients sont en train de visiter je prends un autre exemple, tu es à la montagne, tu amènes les gens faire du ski le matin, tu arrives à 9h30 au pied des pistes, tu les lâches et puis tu les récupères à 16h30. Et toi, de 9h30 à 16h30, tu prends le car et puis tu vas redescendre à la ville qui est 50 km plus bas pour les bouffer. Avant 50 km, normalement, tu auras trouvé à bouffer, puis en général, dans la station, tu auras à bouffer. Donc, que tu fasses un petit déplacement avec le car parce que c'est plus facile et puis tu vas te garer sur un parking un peu plus loin où tu vas trouver quelque chose à manger dans un rayon de 7 km, ça va. Mais bon, tu vas pas aller te balader et puis coller 100 ou 150 km à ton client. Voilà. Même si tu payes une partie du carburant, tu te déplaces quand même avec son véhicule qui est couvert en circulation par son assurance, donc tu ne peux pas te permettre autant de déplacements. Mais par contre, tu as le droit de te déplacer, d'abord pour aller te mettre en sécurité, pour pouvoir manger, etc., etc. Dans la mesure du raisonnable. Donc on rentre bien dans le fait que là, tu n'as pas une limitation forte d'initiative. Là, il précise dans la lettre que cette liste est par nature incomplète, car dans le cadre de la technique du faisceau d'indices, tout élément qui est habituellement caractéristique de la relation de travail subordonnée peut être pris en compte. Donc là, en fait, ils vont tout regarder. Et c'est là que je disais tout à l'heure, en fait, ils ne vont pas regarder seulement le contrat que toi tu auras signé entre ton client et toi, parce qu'à ce moment-là, toi tu pourrais dire, tiens, moi j'ai signé un contrat, donc le contrat, il n'y a rien qui caractérise mon lien de subordination. Non, ça ne va pas, ça va pas au juge, parce qu'en fait on parle du juge là, ça lui va pas. Lui, ce qui lui va, c'est ce qui est dans les faits. Voilà, c'est pour ça qu'il parle de fait au départ. C'est pas le contrat qui compte, c'est les faits. Donc c'est pour ça qu'ils disent que là, même la liste qui est donnée par les services de l'URSSAF ici, elle peut être incomplète. Si le juge trouve autre chose qui détermine le caractère de subordination entre toi et ton client, il va saquer. Nonobstant, seul un contrôle effectué au sein de l'entreprise de transport cliente permettra d'analyser de manière concrète la relation qui vous lie à elle. Donc, on revient à ce que je disais aussi au début, ils vont aller contrôler dans l'entreprise et c'est l'entreprise cliente qui sera responsable. Et c'est pour ça effectivement que vous, les transporteurs, vous avez un peu peur de cette situation parce qu'il est très difficile d'être dans les clous. Mais on peut l'être. D'ailleurs, la preuve, c'est que moi, si je suis en train de lire ce courrier qui m'a été envoyé par l'URSSAF, à aucun moment, ils disent qu'on ne peut pas le faire. Ils donnent simplement des points qui sont extrêmement restrictifs, mais ça ne dit pas qu'on ne peut pas exercer en tant que prestataire de conduite indépendant avec vous, transporteur, en tant qu'entreprise cliente. Seuls les services de contrôle, entre parenthèses URSSAF, administration du travail et administration fiscale, ainsi que les juridictions, qu'elles soient civiles ou pénales, sont en effet à même de décider qu'une situation juridiquement présentée comme du travail indépendant révèle en réalité, dans les faits, du travail salarié déguisé et de requalifier ainsi le recours
à un entrepreneur individuel ou auto-entrepreneur en contrat de travail. Par suite, il vous appartient de déterminer, au regard des grands principes d'assujettissement énoncés ci-dessus, s'il existe en l'espèce des éléments qui pourraient révéler un lien de subordination. Paf. C'est clair. Voilà. Si dans ton activité, dans les faits réels, tu trouves quelque chose là-dedans qui caractérise un lien de subordination avec ton client, alors il faut soit arrêter tout de suite l'activité parce qu'elle ne peut pas être faite autrement. Si elle ne peut pas être faite autrement, ben, tu arrêtes l'activité en tant qu'indépendant et puis à ce moment-là, ben, tu signes un contrat avec le client, donc du coup ça deviendra un employeur si l'employeur l'accepte. Ou alors, tu modifies avec ton client la manière de procéder dans le travail afin de rester complètement indépendant. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'on vient d'énumérer, à ce moment-là, tu le modifies, tu vois avec ton client comment tu peux modifier les choses pour que tu restes dans les clous de l'indépendance. Voilà. C'est la fin du courrier. Ouais, c'est la fin du courrier, voilà. Donc c'est pas très long. Les points sont quand même extrêmement précis. Il faut y faire extrêmement attention. Mais voilà, il n'est pas impossible de le faire, contrairement à ce que disent certains avocats. J'ai vu des courriers d'avocats qui disent qu'on ne peut pas le faire. On peut le faire, mais il faut être vraiment dans les clous, les mecs. Donc, que ce soit les entreprises de transport, les patrons d'entreprises de transport et les chauffeurs qui veulent être indépendants, franchement, si jamais vous voulez une copie, par exemple, de ce PDF que j'ai fait, vous me le dites en commentaire et on communique et puis moi j'essaye de vous transmettre une copie. Après vous pouvez faire librement comme moi, hein, contacter les services de l'URSSAF et leur demander qu'ils vous envoient les points à respecter pour être indépendant et vis-à-vis de vos clients. Voilà, bon je sais que la vidéo a été un peu longue, mais ce sont des points qui sont vraiment importants parce qu'il faut qu'on évolue en France dans ce type de relation entre les clients et nous. Et il y a encore beaucoup à dire parce que il y a d'autres. Alors je vous referai une vidéo par rapport aux assurances parce que là aussi c'est très important. Et là il y a des choses à dire. Hein. Il y a des choses à dire entre les clients transporteurs et les prestataires de conduite, justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. L'imposition des tarifs par les transporteurs, non, ça ne peut pas marcher comme ça pour un indépendant. C'est pareil, hein, tu vas faire changer les fenêtres de ta maison, tu fais appel à un artisan qui va venir chez toi. C'est pas toi qui va lui imposer les tarifs qu'il va faire pour mettre les fenêtres chez toi. C'est lui qui va donner des tarifs. Après, tu as le droit de négocier sur les frais de déplacement, sur tout ce que tu veux. Enfin bref, tout est négociable. Mais lui, il va venir, il va te présenter son catalogue, il va te présenter ses tarifs. C'est comme ça que ça se passe. Donc ça, c'est important. Et il faut que ce soit respecté. Il faut vraiment qu'il y ait une compréhension de la part des transporteurs et de la part des prestataires de conduite. À partir de là, on va pouvoir avancer. Moi, je vous dis, prestataires de conduite, ne pratiquez pas des prix trop bas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des prix qui sont parfois proposés par des transporteurs à 19 balles de l'heure. Vous en sortirez jamais. C'est même pas la peine de commencer un travail indépendant dans ces conditions-là. Vous pouvez oublier tout de suite. À ce tarif-là, quand tu as payé ton URSSAF, quand tu as payé tes assurances, quelles que soient les assurances, hein, que ce soit les RC, que ce soit tes complémentaires santé, ta complémentaire retraite, parce qu'en tant qu'indépendant, tu as besoin de tout ça de toute façon. À la sortie, tu vas avoir, tu as un comptable, etc. À la sortie, tu vas avoir 30% de ton chiffre d'affaires qui vont dégager, minimum. Hein. Donc, tu peux, à la limite, au strict minimum, tu prends le taux horaire moyen d'un conducteur de car ou un conducteur de camion en France, et de base, déjà, tu rajoutes 30%. Et là, tu n'as pas de marge. Parce qu'en réalité, tu vas automatiquement retomber sur le tarif d'un salarié normal. Donc, prends par exemple un transporteur qui va faire appel à une agence d'intérim. L'agence d'intérim, elle va prendre un tarif de base, elle va appliquer sa marge plus ses charges, qu'elle va impacter à la facturation sur son client, le transporteur. Toi, en tant qu'indépendant, tu vas faire en fait exactement la même chose que l'agence d'intérim. Tu vas appliquer tes charges, la totalité de tes charges, plus
une marge bénéficiaire. Sinon, ça n'a pas d'intérêt d'être indépendant. Tu prends des risques, alors qu'en réalité, à la sortie, tu vas toucher la même chose qu'un salarié. Donc, ça vaut pas le coup. Donc, et je pense que il va y avoir pas mal de débats là-dessus. Il va falloir qu'on continue à converser sur ce sujet et qu'il y en ait d'autres qui fassent des vidéos là-dessus. Moi, j'aimerais bien voir des prestataires de conduite, justement, qui fassent des vidéos et qui parlent de leur propre expérience. Merci les gars, à bientôt. On se parle très vite. Ciao, ciao.